effectivement, mon nom est Rachida Bouid, je suis doctorante à l'ESG de l'UQAM et j'ai le plaisir de vous présenter une étude que j'ai réalisée en 2025 qui porte sur la territorialisation de la circularité et plus précisément sur les approches de gouvernance et les modèles organisationnels de la transition vers l'économie circulaire au Québec. Donc, on va quitter les chiffres un peu euh, pour voir d'autres volets, et ça n'empêche. Donc, en fait, moi, je vais présumer, je vais pas faire comme Jessie, je vais présumer qu'il y a des personnes dans la salle qui connaissent pas tout à fait l'économie circulaire. Donc, je vais en parler un petit peu, introduire ce concept-là. Et en fait, la première question que l'on peut se poser en regardant le titre, c'est pourquoi cet intérêt pour l'économie circulaire? Et c'est une question tout à fait légitime à laquelle répond, entre autres, que j'aime bien citer avec ses collaborateurs à travers toutes ces études jusqu'à les plus récentes, mais je cite ici 2023, mais il y en a d'autres où ils indiquent que l'économie circulaire vise à la transformation structurelle par la minimisation des déchets, la réalisation la réutilisation plutôt des matériaux et la restauration des écosystèmes. Et donc, c'est toute une promesse que nous fait l'économie circulaire, n'est-ce pas? Toutefois, d'autres études rappellent que malgré l'intégration croissante de ce concept-là dans les politiques publiques, l'application effective des principes circulaires rencontre encore des obstacles de différentes natures. Et ces obstacles sont principalement dus soit à un manque de coordination active entre les parties prenantes, soit à une gouvernance multiniveau qui nécessite des interactions verticales et horizontales, ou encore à une innovation institutionnelle qui, elle, catalyserait la circularité territorialisée. À travers ces obstacles, trois composantes deviennent importantes à connaître et à définir. La première est la territorialisation elle-même, qui, au niveau de l'économie circulaire, est telle que définie par Cesariti et ses collaborateurs dans leur étude de 2020, entre autres, appelle à un enracinement spatial et organisationnel impliquant des interactions entre acteurs, ressources et infrastructures locales, et elle suppose une gouvernance située. Le défi de ce positionnement est que parler de territorialisation revient à parler de territoires ayant chacun des capacités institutionnelles et des infrastructures différentes. En plus, les compétences requises pour une réelle transition circulaire territorialisée sont dispersées entre différents paliers de gouvernement, municipaux, régionaux et nationaux. Du coup, donc, la transition circulaire au niveau des territoires est liée à la gouvernance. Donc, le deuxième obstacle identifié précédemment. Pour que cette gouvernance soit cohérente et ancrée dans les territoires, les travaux de Hertz et ses collègues, entre autres dans leur article 2023, soulignent que trois groupes d'instruments d'action est nécessaire. Le premier, ce sont les instruments réglementaires qui favorisent, par exemple, l'éco-conception, la taxation des déchets, etc. Le deuxième groupe, ce sont les instruments économiques qui impliquent des redevances, des systèmes de consigne, et ainsi de suite. Et finalement, les instruments collaboratifs tels que les plateformes multipartites qui encouragent une gouvernance adaptative. Dans la définition de la territorialisation, un second pilier apparaît crucial et contribue, en fait, constitue d'ailleurs le deuxième aussi obstacle identifié plus tôt, ce sont les modèles économiques. Et quatre modèles semblent prendre en compte autant les instruments d'action dont je viens de parler et que les défis spécifiques au territoire. Ils regroupent tout ce qui permet, tout ce qui permet l'usage partagé, deux, les plateformes numériques, trois, les modèles de proximité et quatre, les modèles d'optimisation des flux. Sachant bien sûr que les modèles organisationnels circulaires répondent à des logiques complémentaires et que chaque modèle mobilise des instruments d'action de gouvernance distincts et fait face à des défis spécifiques selon le contexte territorial, bien sûr. Cependant, donc, la problématique, c'est que le déploiement effectif de ces modèles fait face à différentes limites soulignées auparavant, mais surtout, il souffre de l'absence d'une comparaison empirique qui associe les approches de gouvernance au modèle organisationnel, si possible approprié, et qui crée des configurations optimales. D'où la question de recherche formulée comme suit.
quelles approches de gouvernance et quel modèle organisationnel structure le mieux la transition circulaire territorialisée au Québec. Et pour les fins de cette étude, les modèles organisationnels portant sur l'usage partagé, l'utilisation des plateformes ont été écartés de l'étude. L'étude s'est penchée plutôt sur les deux autres modèles, à savoir ceux de proximité et ceux portant sur l'optimisation des flux. Et pourquoi ce choix-là? C'est que ces modèles permettent d'atteindre le plus grand seuil de circularité et permettent donc une réelle transformation. Donc, trois configurations ont été retenues. La symbiose industrielle par l'examen de cas de Bécancour et de la MRC de la Rivière-du-Nord. Le métabolisme urbain tel que mis en place à la ville de Québec, et enfin les villes circulaires par l'examen des exemples de Montréal et de Victoriaville. La méthodologie, donc, afin de pouvoir comprendre tout ça et documenter la nature de la gouvernance liée à chacun des modèles identifiés, la méthodologie suivie, c'est celle de la construction d'études de cas et la comparaison de ces cas-là. Et pour ce faire, une analyse documentaire a pu extraire donc les caractéristiques, en fait, à travers ça que les caractéristiques de chacun des cas a été possible. Les étapes du modèle de Yin 2009 et surtout la révision qui en a été faite en 2017 en lien avec l'étude des phénomènes complexes et contextualisés, c'est le cas de la transition vers l'économie circulaire qui consiste en 5 étapes. Donc, la première étape débute par la définition des axes à travers les mots-clés et les chaînes de mots-clés et l'utilisation des opérateurs booléens. La deuxième étape est celle de l'identification des bases de données, sachant que c'est principalement la littérature grise et les sites web qui ont composé plutôt le corpus. Ensuite arrive le tri des documents collectés en conformité avec les critères d'inclusion et d'exclusion, suivi de la sélection et du codage. Et tout cet exercice-là nous a amené, le fait que 76 documents ont été codés, incluant les articles scientifiques, des rapports publics, des plans municipaux et des feuilles de route. Ici, on voit juste la répartition des ressources documentaires codifiées par la suite. Je voulais pas passer cette étape-là sans vous parler des limites. Il y a quand même des limites à l'étude parce qu'en se fiant majoritairement sur la documentation, le risque de ne pas capter les perceptions de certains acteurs est quand même là et réel. Mais sachez que ce n'est qu'une première étape. Je suis en pleine dans la deuxième étape, donc la rencontre des acteurs et les entrevues. Je les ai bel et bien entamées et je vous en parlerai l'année prochaine. J'arrive vers les résultats. Le premier concerne en fait la symbiose industrielle. Juste pour vous rappeler que la symbiose industrielle désigne un mode d'organisation dans lequel les entreprises d'un même territoire mutualisent leurs flux de matière, d'énergie et de déchets, transformant les sous-produits des uns en ressources pour les autres. Et le parc industriel et portuaire de Bécancour constitue l'un des exemples les plus emblématiques du Québec. Et dans sa création, les échanges des flux résiduels d'hydrogène, de vapeur ont été mis en place entre industries chimiques, métallurgiques et énergétiques. Et ces collaborations ont permis de valoriser des sous-produits, des effluents industriels à grande échelle, en réduisant simultanément les coûts d'exploitation et l'empreinte environnementale des entreprises participantes, avec des initiatives très populaires, avec bien sûr des bénéfices, mais on peut en revenir. On peut y revenir si le temps le permet. La MRC de la Rivière-du-Nord, située dans la région administrative des Laurentides, c'est un cas de diversité des acteurs industriels et agricoles qui est très notable à souligner ici. C'est le programme, il y a un programme qui a été mis en place, piloté en collaboration avec la ville de Saint-Jérôme et des entreprises locales qui vise toujours à favoriser le maillage entre les PME pour l'optimisation de l'utilisation des ressources, la réduction des déchets industriels et le soutien des échanges de matériaux entre les différentes filières dont il est question ici. Notamment dans le secteur du bâtiment et de l'agroalimentaire.
ce programme-là dont je viens de parler a permis de structurer des collaborations industrielles, facilitant les relations entre producteurs de résidus et les entreprises en quête de matières secondaires. Et dans ce contexte, en fait, la symbiose industrielle est une approche territorialisée où les municipalités, c'est ça qui est important aussi à bien noter, jouent un rôle actif dans la coordination des échanges de ressources entre entreprises. Le métabolisme urbain, lui, de son côté, désigne l'ensemble des flux de matière, d'énergie et d'eau qui traversent le tissu d'une ville en analogie avec les processus biologiques, bien sûr, d'un organisme vivant. À la ville de Québec, cette approche se traduit par une gestion technique centralisée des flux résiduels articulés autour de trois dispositifs que je liste ici, déployés à l'échelle municipale. Et cette logique systémique et techno-administrative, si on peut dire, se distingue des modèles de la symbiose industrielle par son pilotage top-down et sa focalisation sur la performance technique plutôt que sur la concertation des acteurs. Je vois que j'ai reçu un message probablement pour me dire qu'il faut que je fasse vite. 5 minutes. 5 minutes, ok, super, parfait. La Ouais, ville, oh là 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 là. Donc, les villes, j'arrive aux villes, la présentation des deux cas de la ville, des villes plutôt, les villes circulaires. Montréal est un modèle évolutif, certainement. La transition y est progressive, fondée sur la conversion des infrastructures qui sont déjà existantes, l'engagement citoyen actif et l'ajustement continu des politiques. Donc, c'est de l'expérimentation, c'est de la co-construction dont on parle souvent entre les parties prenantes. Ici aussi, il y a des initiatives clés, le complexe Saint-Michel, n'est-ce pas, l'écoquartier, Montréal zéro déchet, et ainsi de suite. Victoriaville. Victoriaville, elle, c'est des initiatives plutôt, en fait, elle est pionnière en développement durable, Victoriaville. La planification intègre la circularité dès le départ, donc dès la conception des projets et des politiques publiques. C'est une approche plutôt prescriptive et verticale avec une intégration normative forte. Là encore, on a des initiatives clés, le fameux écoparc Daniel Gaudreault, l'intégration systémique des critères de développement durable dans les appels d'offres municipaux, partenariats structurés avec les PME locales, les politiques d'achat responsables ancrées dans le cadre des jeux de BNQ 21 000. Des défis, il y en a, c'est certain, et je pense que je vais les regrouper. On peut revenir peut-être pendant les questions. Je voulais arriver peut-être faire une conclusion. En fait, plusieurs choses. J'ai tiré tellement de leçons de cette expérience-là. C'est fabuleux. Mais en fait, dans les trajectoires des villes, ce que ça a permis, c'est donc de voir, et l'analyse a permis de distinguer trois formes de gouvernance qui méritent d'être bien distinguées et soulignées, chacune associée à des dynamiques territoriales, institutionnelles et économiques spécifiques. La gouvernance adaptative, c'est l'expérimentation locale et les ajustements progressifs tels que vécus par la ville de Montréal avec une flexibilité décisionnelle et une intégration organique de la circularité. Ça favorise l'innovation certainement et l'ancrage territorial. La gouvernance prescriptive plutôt, donc la planification stratégique encadrée par des règlements, c'est ce qu'on a observé à Victoriaville avec une gestion centralisée des flux des matières, ce qui garantit une cohérence systémique mais peut limiter l'initiative locale. Et à la ville de Québec, il est plutôt question d'une gouvernance systémique. C'est à la ville de Québec qu'on a vu ça, où les réseaux d'entreprises sont coordonnés autour des flux de ressources, de la même façon que la mutualisation interentreprise et de la co-création des valeurs. Ce qu'il faut aussi souligner par rapport à la ville de Québec, c'est que nulle part on parle de circularité ou d'économie circulaire ou de métabolisme urbain, parce que c'est le terme que j'ai collé à cette ville à l'occasion de l'étude, même si c'est pas ça, c'est pas ça les termes utilisés. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ou c'est fini? Une C'est minute. 30 secondes. Ben, 30 secondes, il reste pas vraiment beaucoup de choses. Mais c'est ça, ça peut revenir pendant la discussion, les contributions et ainsi de suite. Mais bon, donc, euh,
Voilà, je pense que oui, il y a des limites, mais les limites, je vous en avais parlé au début, mais ça n'empêche que je suis en train de réaliser le deuxième volet qui va, j'espère bien, combler cette lacune, si je peux dire. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis prête pour les questions. Bon, excellent, ben, merci beaucoup. OK. Excellent. Donc, ben, merci beaucoup pour votre prestation. Puis, s'il y a des questions, oui, une Je ne question. sais pas si elle va m'entendre. J'entends très bien. Ok, parfait. Moi, c'est à propos de la symbiose industrielle pour. Ben là, je parle fort, moi, les habitations. Ben, merci de la rivière du Nord. Parce qu'entre autres, je vois que c'est nommé, que c'était porté par Synergie Québec. Puis moi, en tant que coordonnatrice de Synergie Québec, on n'a pas fait ça. Donc, je voudrais en savoir un peu plus parce qu'on sait qu'on a une symbiose industrielle qui est plus membre de Synergie Québec maintenant, mais qui est dans les Laurentides. Synergie économique Laurentide, qui couvre tout le territoire des Laurentides, la région administrative. Je sais qu'il y a des programmes en partenariat qui ont été faits avec la ville, mais là, de dire, admettons que c'était Synergie Québec, j'aimerais connaître le lien par rapport à ça. Mais en fait, comme j'ai dit, moi, je me suis basée sur une documentation, surtout de la littérature grise, réunie sur Internet, à travers les sites web, à travers Donc, probablement que quand j'arriverai sur le terrain pour poser des questions claires et nettes, on va peut-être me corriger comme ça pour me dire, mais c'est pas comme ça qu'on l'a appelé, on l'a pas commencé tout à fait ça, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que ça demeure. Ben c'est pour ça que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Mais moi, je me suis fiée à donc, déjà la présentation. J'ai une liste de références et l'article il est disponible sur Internet avec la liste de tout ce que sur quoi j'ai mis la main. Je peux pas, je comprends que des fois, les sites peuvent changer, je sais pas, les termes ne sont pas utilisés comme j'ai mentionné pour le cas de Québec. Les termes, on va me dire certainement, non, pour nous, c'est pas de l'économie circulaire. Mais quand je vois tout ce qui se fait, ça s'apparente à de l'économie circulaire. Donc, voilà. Parce que, juste pour conclure sur ce point-là, tu sais, je comprends, c'est juste comme le terme de symbiose industrielle, puis déjà, synergie économique Laurentide, c'est une symbiose territoriale, ils font pas juste de la symbiose industrielle, mais la ville de Saint-Jérôme comme telle ne porte pas officiellement de symbiose industrielle, fait que cette nuance-là aussi à faire, puis je comprends que dans tous les termes, tu sais, il y a le mot synergie un peu partout, fait que peut-être que ça a été résumé par Synergie Québec, mais juste d'avoir une attention par rapport à ça. Puis s'il y a des questions nécessaires, moi, ça va me faire plaisir aussi de vous en parler, même si je suis résidente des Laurentides, mais que je n'ai pas participé à ce projet. Oui, oui, oui. Ben, donnez-moi votre nom en passant. Oui, je pourrais dire, ils vont peut-être vous l'écrire. Oui, peut-être vous pouvez le passer dans le Oui, Vardan. d'accord, parfait, parfait. Ben Oui, oui, je suis sûre que je fais le oui, tour maintenant. oui. Merci beaucoup. Merci à Euh, vous. merci beaucoup pour votre intervention. S'il y a encore une question? Oui. Et là, avec une question, merci beaucoup pour votre présentation. C'est intéressant de voir les trois modèles de gouvernance qui se dégagent de votre étude. Puisque vous vous êtes basé sur de l'analyse documentaire, je me demandais si vous êtes quand même en mesure d'offrir une certaine appréciation de ces modèles de gouvernance-là en termes de force, en termes de limites, ou est-ce que c'est la visite de votre étude est davantage descriptive à ce moment-ci? Je dirais que oui, mais c'est pas ça en fait. C'est de la constatation, c'est mettre des mots sur un portrait et non pas nécessairement dire c'est quoi qui est fort, qui ne l'est pas. C'est pas ça le but du tout. Un deuxième volet ou troisième volet de la recherche, c'est de sortir du Québec et faire des comparaisons avec d'autres types de gouvernance. Je resterai quand même avec les symbioses. J'ai déjà l'été passé, j'avais entamé des discussions avec des gens de l'Europe, que ça soit la symbiose, bien sûr, emblématique, si je peux dire, à travers le monde, de Kallenberg au Danemark. J'étais au Danemark, la comparaison avec d'autres symbioses, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. Mais à ce stade-ci, on compare. Mais tous les modèles, c'est ça. L'idée n'est pas de les distinguer ou de les hiérarchiser. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention.
Juste quelque chose à dire là avant de finir en fait. Avec cette publication, j'ai eu le prix de la meilleure publication francophone à l'ESG de l'UQAM pour 2023. Mais en fait, je la dois au REC, plus spécifiquement peut-être à Raphaël Diaz Brandoa et Cathy qui m'ont ouvert une porte en fait à travers laquelle je suis rentrée directement en fait pour joindre le comité scientifique de la revue Organisation et Territoire. Et le numéro spécial, je tiens aussi à travers ça à remercier toute l'équipe qui était là, Claudia Desmarais, Myriam, Philippe, François, Guillaume, Fanny, Emmanuel. Sans vous, ce prix n'aurait pas pu être gagné. Je sais pas, j'ai eu une expérience fabuleuse. Je tiens vraiment à remercier le REC au complet, toute l'équipe. Merci. Voilà.